Aujourd'hui, on s'immerge dans le monde de la tech et de l'agilité. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je reçois Dimitri Baeli de chez TechRox, un spécialiste de la tech et de l'agilité. On va faire vraiment un voyage fascinant dans la tech. Imagine une usine où il y a 250 ingénieurs et aucun travailleur, parce que l'usine est totalement automatisée, et tu auras une idée du contexte dans lequel intervient Dimitri. On va aussi parler d'un nouveau concept dont je voulais te parler dans un de mes mails, et en discutant avec Dimitri, on a anticipé par rapport à ce mail. C'est le concept ZAB qui te sera utile dans le nouveau monde, que tu sois dans la tech ou pas d'ailleurs. On va parler de leadership par l'expertise, de continuous delivery, et surtout, on va voir comment, et plutôt à quel point, les outils du manager complètent parfaitement l'agilité, puisque en agilité, bizarrement, on organise le travail, mais on ne parle pas tellement de management. Notre conversation est passionnante, elle est un peu ardue par moments, mais je te la conseille vraiment. Si cette conversation t'intéresse et si tu veux nous rejoindre, eh bien, le meilleur moyen, c'est de souscrire à ma liste email. Tu recevras des conseils sur le management tous les jours, ou de télécharger mon livre pour avoir les 4 outils fondamentaux du manager. C'est gratuit, ça se lit en 30 minutes et ça peut totalement révolutionner ta manière de voir le management. On te met les 2 liens en descriptif. Mais pour l'instant, place à ma discussion avec Dimitri Baeli de TechRox. Bonjour Dimitri. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Je suis ravi de t'accueillir pour cet épisode consacré au management dans la tech. On va voir ce que ça veut dire. On va voir qu'on n'est pas tout à fait dans l'univers habituel et c'est ça qui va être intéressant. Mais avant de commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter, déjà de dire en gros qui tu es. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet du management. Parfait. Petit aparté quand même, j'écoute ta voix depuis plus d'une dizaine d'années, donc je pense que c'est pas la première fois qu'on te le dit, mais c'est impressionnant d'avoir une voix familière sur une personne qu'on ne connaît pas. Bon, ça va, c'est positif. J'y reviendrai. Oui, très positif. J'ai beaucoup d'images qui me reviennent de moments où j'écoutais le podcast, soit sur ma tondeuse, soit au golf, donc j'ai beaucoup de moments marqués. Tu sais que j'ai déjà eu le mail d'une dame qui se plaignait que son mari m'écoutait au lit. Donc voilà, je dis je veux pas en savoir plus. Donc la tondeuse, le jogging, le golf, ça me va. Voilà. Donc on sait déjà que tu pratiques le golf et que tu aimes pelouse. Oui, voilà. Suffisamment grande pour écouter le podcast pendant plusieurs fois 20 minutes. Ou alors une tondeuse très lente. C'est ça. Oui, alors moi je viens de l'univers de la tech, je suis ingénieur logiciel depuis 25 ans ou plus, j'ai arrêté de compter. Toujours travaillé pour des éditeurs logiciels ou des entreprises dont le logiciel est vraiment le cœur de métier, dans le cœur du moteur, avec beaucoup de problématiques d'organiser le développement logiciel au sein de l'entreprise. Toujours été dans des entreprises qui fabriquent leur propre logiciel, que ce soit chez des éditeurs logiciels ou des sites internet. Donc dans un des réacteurs du système, sans forcément que ce soit des boîtes tech en tant que telles, mais c'est des boîtes qui ont du logiciel en interne. Donc notre cadre, c'est vraiment celui-là. Donc après, voilà, l'histoire, je ne vais pas la raconter en long, en large, mais par rapport à ce qui est intéressant pour la carrière d'un manager dans la tech, c'est la plupart des techs et des managers de la tech ont été développeurs pendant une dizaine d'années avant de se poser la question de est-ce que je continue à être expert et d'avoir une carrière d'expert ou est-ce que je deviens manager. La question chef de projet est un peu évacuée de mon domaine, on y reviendra. Donc c'est soit manager d'autres ingénieurs, soit contributeur individuel, expert à de très haut niveau. À
côté de ça, j'ai beaucoup essayé de comprendre comment on organise des équipes de développement logiciel. Et du coup, j'ai rencontré l'agilité assez tôt et ces problématiques d'organisation d'équipes de développement en autonomie. Et donc me retrouve à être co-organisateur de conférences sur le sujet, toute la partie Kanban et Lean, toute la partie continuous delivery et de travail en continu. Et puis une autre conférence, c'est le cadre de notre rencontre, c'est Tech Rocks, c'est une communauté et des conférences et des meet-up pour des managers de la tech, des tech leaders comme on les appelle, qui pilotent des équipes de 6, 20, 50, 200 ou 1000 personnes ingénieurs dans la tech, qui se retrouvent très isolés, tout seuls, en étant manager de tout un domaine ou de 50 personnes qui ont le même métier. Qui travaillent tous ensemble et dont le manager ne connaît pas son métier. Donc les CEO d'entreprises en France connaissent peu le métier de tech. Et dans les entreprises, il y a assez rarement 40 équipes de personnes qui ont le même profil. Et du coup, ça génère des problématiques assez curieuses où on a des problématiques de management, de profils très seniors. Et on peut en parler à peu de monde. Donc on a décidé de créer des conférences et des échanges entre personnes qui ont les mêmes problématiques entre les entreprises. Ça s'appelle Tech Rocks. Tech Rocks, voilà. En France, on a 2500 personnes qui échangent assez régulièrement sur le sujet. Super. Et donc il paraît que ce réseau a été recommandé au sein de la communauté des outils du manager. Ça m'intéresse de savoir pourquoi et comment on t'a recommandé Tech Rocks. Alors honnêtement, je me souviens plus comment c'est arrivé, mais j'ai eu je pense que c'est des personnes dont tu fais peut-être partie d'ailleurs, qui ont eu accès au podcast, ou qui ne sachant pas à quoi se raccrocher pour manager, se sont dit on va écouter le podcast ou la personne qui en parle, et donc c'est tombé sur moi. Je pense que c'est ça. Moi, ce qui m'a plus stupéfié, c'est que, en fait, moi, dans ma vision, je me disais, c'est un univers qui est différent, et puis c'est une manière de manager où on parle d'agilité, de lean, etc., etc. Et je me dis, ils ont leurs outils pour manager. Donc, quelque part, à l'époque, quand plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça, et je suis d'ailleurs à l'époque, quand j'intervenais encore dans des entreprises, intervenu dans plusieurs entreprises sur le sujet, en me disant, mais qu'est-ce que je vais découvrir? Parce que finalement, est-ce que je suis pas dans des entreprises qui n'ont pas besoin de moi? Puisqu'elles ont des process, elles ont une organisation, puisque c'est très codé, très, très organisé, etc. Et en fait, finalement, non. En fait, finalement, je me suis rendu compte que tout ça, en fait, ça avait un petit peu... Je vais le dire à ma manière, mais parce que ma manière, elle est un peu générale et extérieure, et je pense que toi, t'as des choses beaucoup plus concrètes et je dirais de l'intérieur à dire sur le sujet. Mon impression, ça a été que finalement, on a oublié que c'était des êtres humains, en fait, qu'il fallait manager, et pas juste des compétences, pas juste des process, pas juste des titres, etc., etc., ou des fonctions, mais vraiment des êtres humains. Et je pense que comment je veux dire, l'erreur ou j'allais dire la mésentente, mais c'est pas le mot. Le truc qui manque, c'était ça. C'est-à-dire se dire, oui, on a des process, des machins, des trucs, et de toute façon, on doit en avoir parce que c'est le moteur de la machine, etc. Mais le carburant et le cap et la manière dont on va sortir d'un passage difficile et de la manière dont on va mettre en action les gens, etc., ce sont des humains, de toute façon. Alors, mon sentiment, c'est que les outils, ils n'étaient pas orientés humains. Voilà, c'est comme ça que je le dirais, mais voilà, après, c'est mon impression de l'extérieur, avec l'expérience que j'en ai eue dans les entreprises où je suis intervenu et avec les personnes avec qui j'ai discuté. Toi, je sais que
tu as peut-être une autre manière de voir les choses, j'en sais rien, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, moi, ça m'intéresse aussi de connaître ta vision du management, et puis ton retour d'expérience de manager. Et ensuite, parce qu'après, en off, on a un peu discuté, tu vois, on a parlé, je t'ai parlé de chef de projet, tu m'as fait, non, moi, c'est pas des projets, c'est des produits. Je me suis dit, ah, ok, il y a une différence, bon, ok. Et c'est ça qui va être intéressant, je pense. Alors, le fait de prendre des personnes de l'entreprise pour des humains, je pense que c'est un peu ma perception, c'est que c'est pareil pour tous les managers, pour toute l'organisation de toutes les entreprises. Et que j'ai un tout petit raffinement, c'est que c'est des adultes et pas des enfants, parce qu'on prend souvent les ingénieurs pour des enfants capricieux. Donc, première distinction, c'est des adultes. Et la deuxième, c'est des ingénieurs qui sont tous capables de manager 10-15 personnes s'il fallait. Donc on manage des gens qui sont tous capables d'être managers de groupe. Déjà parce que c'est des adultes et tout adulte pour moi est capable de manager. Donc dans la capacité. Voilà. Mon axe, celui-là, et on a une population de gens très capés, très seniors. Même les juniors sont déjà des gens qui ont fait des études d'ingénieurs, qui ont des grosses responsabilités potentielles. Donc on a une population très, très avancée. Et la deuxième particularité, en effet, toute la bascule de l'agilité, le développement logiciel, l'organisation des développements logiciels a pris un virage assez colossal avec les technologies, avec l'organisation d'un mode projet, on va dire, ou ce qu'on appelle waterfall, qui est on définit tout ce qu'on veut en cible, on en fait un gros programme, on fait tout le cahier des charges, on valide le cahier des charges, donc vraiment une approche BTP, j'ai envie de dire, comme on construit une maison, on a besoin de faire toute la maison, on peut pas la faire petit bout par petit bout. Donc ça, c'était l'approche un peu standard qu'on appelle waterfall, et il y a eu un peu une révolution qui s'appelle l'agilité en 2000 qui a dit, attendez, ça c'est pénible, c'est pas optimum, je reste poli, on s'ennuie. On s'ennuie. En fait, c'est vraiment un des axes fondamentaux de l'agilité. C'est on s'ennuie alors que on a choisi ce métier par passion bien souvent. Et c'est pas normal qu'on s'ennuie. On refuse cet ennui. On est passionné par l'informatique. On reprend nos responsabilités. C'est à nous. On a les process. On est tellement avancé dans les process que pourquoi on s'occupe pas justement de la façon de travailler elle-même et on va plutôt que de subir. Bêtement, on va proposer des manières d'organiser qui sont liées à ce qu'on comprend de notre logiciel, ce qu'on comprend de notre organisation. Là-dessus est arrivé l'agilité qui a dit on va livrer plus souvent, tout simplement. On va faire des petits pas. Ça marche en industrie logicielle, ça marche pas forcément dans les autres domaines, mais c'est pas notre problème. Il se trouve que on est sur de l'immatériel. On peut déplacer des montagnes, on peut déplacer des maisons, on peut être dans un mode un peu plus amélioration continue. Et aux surprises, ça fait pas mal de miracles. Ça réduit la charge de travail, ça réduit la complexité de l'organisation. Mais ça parle plus de management. Ouais. Donc, je suis arrivé dans ce domaine-là à comprendre l'organisation, à essayer de comprendre l'organisation des équipes, à voir bien comment on livre du logiciel de qualité, comment les équipes s'organisent, mais sur l'axe management, rien. Effectivement. Alors, quand tu dis l'axe management, parce que tu parles d'organisation, de manière, de structure. C'est peut-être ça qu'il faut dire, de rituel, de structure, de qu'est-ce qu'on livre, à quelle vitesse, etc., etc. Et ce que tu appelles le management, du coup, c'est pas ça. Et c'est là souvent que le pilotage, le pilotage des personnes. Comment effectivement on a découplé qui donne qui passe les commandes. De qui gère le salaire et la carrière des personnes, quoi. Donc et c'est là où effectivement l'agilité, grosso modo pour moi, j'ai plein de raccourcis, excusez-moi par avance, mais nous fait passer d'un mode que j'appelle projet, où on a un début et une fin,
à un mode produit où on part d'un existant et on l'améliore. Où on est vraiment en continu, on améliore, on passe du temps sur une pièce et on l'améliore en continu, par petites étapes. On sait où on a envie d'aller, mais on ne sait pas forcément comment on va y aller. Et on améliore. Donc on est, grosso modo, alors un raccourci, une simplification, c'est un site internet, c'est comme une usine dans laquelle il n'y a aucune personne qui travaille, qui est 100% automatisée. Et les développeurs, ce sont les ingénieurs qui conçoivent l'usine. Et donc du coup, on conçoit et on modifie l'usine en continu. Donc c'est pas l'usine qui travaille en continu, et le continuous delivery, c'est pas l'usine qui produit en continu, c'est l'amélioration continue de l'usine qu'on fait. Et chez Back Market, on a 250 ingénieurs sur une seule usine qui l'améliore en continu. Fou. Oui, c'est ça, mais c'est fou parce que quand on est du côté client ou autre, on n'imagine pas ça. On n'imagine pas du tout cet univers, en fait. C'est ça qui est marrant, déjà. C'est que tu n'imagines pas qu'il y a 250 ingénieurs qui sont en train de travailler en temps réel sur l'amélioration continue de ce que tu vois, toi, en tant que client, déjà. Et le matin, je me demande pourquoi on a autant de monde. Le soir, je me dis pourquoi on est si peu. J'allais dire ça. Et entre deux, tu te dis en fait, voilà. C'est pas mal. Et peut-être, effectivement. Mais effectivement, 250, pourquoi 250 ? Il y a des choses qui sont intéressantes, c'est de dire combien il faudrait de personnes si on ne changeait plus le système pour le faire tourner. Et grosso modo, c'est 5% des personnes présentes. Donc là, ça ferait une trentaine, je pense, permettrait de juste maintenir le système en place, pour juste faire en sorte que ça tourne. Les 200 personnes ou 215 ou 20 personnes sont là pour l'améliorer. Donc c'est du CAPEX en termes financiers où on vient investir, on fait de l'investissement et tout le travail que font les ingénieurs en ce moment va payer sur 3 ans, mais ils ne servent pas à livrer le client là tout de suite, quoi. C'est là qu'il est l'écart, je suis d'accord. Nous quand on regarde le truc, on voit quelque chose qui est en l'état et qui fonctionne très bien d'ailleurs, pour avoir été client. Et, mais du coup, ok, je comprends mieux. D'accord. Donc, déjà, tu as fait une distinction entre mode projet et je dirais, comment on dirait, mode produit, univers produit. Et parce que, bon, voilà, pour moi, mode projet, j'ai fait une formation là-dessus, où on parle de date, d'échéance, de budget, qui fait quoi, c'est quoi les ressources qu'on met, les estimations, etc. Et tu me disais que quand on est dans l'univers produit, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. Alors, pas du tout, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on n'a pas un début et une fin programmée et on n'a pas la cible complète. Donc, on est vraiment sur, plutôt que de regarder ce qu'on veut faire exactement, on regarde ce qu'on a tout de suite et qu'est-ce qu'on doit changer pour faire un pas vers la cible ou vers le système. Ça, c'est un axe. Et l'autre axe, qui est plus proche du lean management, c'est qu'on regarde les besoins clients, ce qui est aussi le cadre projet. Évidemment, les projets s'intéressent aux clients, qu'est-ce qu'on cherche à avoir, mais par itération. Donc, on est piloté par les problèmes à résoudre et moins par le plan pour y arriver. Donc, on a... et c'est un pari qui est assez incroyable, de dire... si on sait où on veut aller, pas besoin de plan. On va découvrir en y allant, quoi. Mais Google fait ça, Facebook fait ça. C'est vraiment un domaine qui perd beaucoup de monde dans la stratégie, en fait. Ouais, mais finalement... Et alors, je vais essayer de résumer, puis tu vas me dire si c'est ça ou si je suis à côté de la plaque. Moi, j'ai un principe pour moi, est assez récent dans ma manière de gérer mes boîtes et j'ai à peine commencé à l'évoquer de cette manière-là, mais je comptais faire des mails là-dessus, mais du coup, tu me donnes l'opportunité. C'est ce que j'appelle avoir son ZAB, Z-A-B,
Et en fait, son ZAB, c'est l'alphabet. Ça commence par A et ça finit par Z. Et donc, je me dis, un manager ou un chef d'entreprise, ce qui est important, c'est qu'il sache son ZAB. C'est quoi son ZAB? C'est Z. Ok. C'est mon cap, c'est là où je veux tomber un jour. Parfait. Et en plus, ça peut changer. Des fois, le cap change. Mais il faut que j'ai ça. J'ai mon A, c'est où je suis maintenant. En cours. Ouais. Et j'ai mon B, c'est où je veux être demain. Mais après, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, je m'en fous parce que ça me sert à rien ici et maintenant. Ce qui me compte, c'est donc le cap, c'est-à-dire ma boussole, en gros, oui. et là où éclairent mes phares. Ce que je vois pas... aligné, ouais. Ah, c'est marrant ça, parce que tu vois, ça, c'est drôle, parce que moi, je connais pas du tout ton univers, etc. Mais aujourd'hui, moi la différence entre avant, où on avait tout l'alphabet qui était prêt et on déroulait le plan, et maintenant, c'est que d'abord, on s'est rendu compte que souvent, en fait, on perdait beaucoup de temps à planifier des choses qu'on ferait jamais. C'est une chose, c'est un constat, je dirais, pratico-pratique, mais en plus, le monde tel qu'il évolue, tel qu'il est aujourd'hui, et la vision qu'on en a, la philosophie, et tu vois, tout ce qu'on dit sur l'antifragilité, etc., m'a fait dire, bah, finalement, en fait, simplifions le truc. Disons, si j'ai un bon Z, un bon A, un bon B, globalement, je suis bon. Après, il faut que je réactualise en permanence. Je dirais qu'on a un L au milieu qui est lié au budget annuel des entreprises, où on nous demande quand même combien tu vas dépenser, combien de personnes tu as besoin cette année, alors que le Z est plutôt à 3-4 ans. Donc on a un peu cet intermédiaire-là, mais oui, on est vraiment là-dessus, ZAB. Et je crois que c'était Warren Buffett qui disait pour la meilleure façon d'être efficace, c'est d'avoir la liste des 10 premières choses que vous voulez faire, de prendre les 3 premières et de surtout pas faire les 7 suivantes, parce que c'est celles-là qui vont vous polluer. Elles sont importantes, elles sont clés, mais si vous vous mettez dessus, vous allez empêcher de faire les premières et vous allez rien faire à la fin. Donc le ZAB est intéressant, et ce que j'en ai retenu, c'est surtout pas faire le D. C'est le D, c'est non, tant que ou le C et le D, c'est niet. Ça veut pas dire on le fait pas, c'est on le fait après. Alors qu'il pousse très fort, il est très logique, il est très pertinent, donc pour moi l'agilité, c'est apprendre à ne pas faire C trop tôt. Et ne même pas le concevoir, ne même pas y réfléchir. C'est dire on le fera après. C'est aussi on voit en allant. C'est le vieux dicton picard, de la Picardie. Voilà. C'est ça qui disait, les gens on verra en allant. En fait, ça veut dire ça. Mais c'est la porte ouverte à faire n'importe quoi aussi. Donc et ça dessert énormément. Alors il n'y a vraiment pas à se cacher du fait que l'agilité a de plus en plus mauvaise presse. Moi je suis un fervent défenseur, et il y a beaucoup de gens qui sont fervents défenseurs de l'agilité qui lâchent l'agilité en disant je vais aller faire autre chose parce que c'est devenu la foire aux oignons, mais on reste fondamentalement attaché à ces principes-là. Mais elle a été beaucoup dévoyée par des gens qui, justement, font en allant sans faire de la qualité. Ouais. Donc, on bricole et on passe en mode amateur versus professionnel. Donc, on est, je pense que le vrai cadre du manager de la tech, c'est être un professionnel de la tech qui revendique un travail professionnel en continu. Donc en faisant A et B et le Z en tête de façon professionnelle. Et c'est là où c'est très très compliqué de savoir comment bien faire ce travail-là. Donc voilà un peu notre contexte. Je tiens quand même à dire que l'agilité, donc c'était livrer, faire de différentes manières, mais réduire la taille de ce qu'on fait, se concentrer sur le prochain pas, le livrer, le faire en bonne qualité, et d'avoir des équipes plus petites, autonomes, qui travaillent sur ce scope-là. Donc c'est 3-4 principes assez fondamentaux. Et outil du manager, moi, m'a révélé que pour le management lui-même,
on peut avoir ces principes de one-to-one, feedback, délégation, coaching qui suffisent à faire un bon management sans effectivement faire le ZAB du management. Pour moi, c'est outil du manager, en fait, à l'inverse. Donc voilà, on a cette rencontre-là, mais dans la tech, on a ces problématiques de management sans beaucoup de références. Il y a peu de théories, justement, effectivement, dans l'univers de la tech. Ouais, c'est assez surprenant. De l'extérieur, c'est assez surprenant. Moi, je pense qu'on s'en est désintéressé, on est passionné de ce qu'on fabrique. Et on s'est pas trop posé la question, en tout cas moi pas trop. Je l'ai découvert en allant, effectivement. Mais on avait délégué un peu la gestion de l'organisation au reste de l'entreprise. Ouais. Alors, peut-être que on a passé un petit peu rapidement sur les rôles du manager. C'est quoi donc les rôles du manager dans la tech? À mon avis, c'est un peu les mêmes qu'ailleurs, mais peut-être qu'il y a des subtilités. Alors, c'est toujours pareil. Moi, je suis quelque part plongé dans le domaine des managers de la tech dans des univers produits, où en fait, on fabrique à l'intérieur de l'entreprise un produit pour l'entreprise, et le manager de la tech. Le résumé qu'on en fait avec quelques-uns, c'est de dire il est là pour fabriquer l'équipe qui va livrer de la valeur. Donc c'est le bâtisseur de l'équipe. Il n'est pas responsable de, pas trop, où il est parti pris, mais de décider ce qu'on fait. C'est plus une commande. Donc il a quand même des clients qu'on appelle le produit, et puis les différentes personnes qui ont des besoins ou les utilisateurs de leur système, c'est le client à satisfaire. Donc il fait pas ce qu'il veut, c'est pas lui qui décide de quelles sont les fonctionnalités qu'on fabrique. Par contre, il est là pour faire en sorte que l'équipe soit bien organisée, livre de la qualité, à la bonne vitesse, et donc avoir une organisation. Il est bâtisseur de l'équipe avec une bonne organisation. Il choisit ou il recrute les bonnes personnes. Il l'aide à les faire grandir, mais il peut très bien avoir dans son équipe des gens beaucoup plus compétents que lui sur le domaine. Donc ça, c'est pas non plus une exception pour les chefs d'entreprise. Je pense pas qu'ils se sentent plus compétents que chaque personne de leurs équipes. Mais par contre, dans les forces de vente ou dans certains marketing, il y a quand même un peu plus, j'ai l'impression, après je connais peut-être pas assez, les managers qui sont quand même des experts du domaine et qui peuvent expliquer pas mal. Après, je m'aventure pas là-dessus, mais en tout cas, côté tech, c'est une approche assez matricielle où il n'est pas décideur du contenu, mais par contre, il est responsable de la qualité de livraison et de la qualité d'organisation de l'équipe. Moi dans l'univers que je connais, en général, assez souvent, je dirais, tu deviens manager parce que tu as été un très bon contributeur, d'une manière ou d'une autre. Donc, en général, oui, il y a de l'expertise qui est liée à ça, que ce soit de l'expertise produit, marché, technique, on s'en fout, de l'expérience. Mais en général, ce qui te fait accéder, la voie royale, c'est ça. Ah, c'est le meilleur des vendeurs, on le met directeur. Ah, c'est le meilleur des comptables, etc., etc. Et le truc, et c'est là qu'est le piège. C'est-à-dire se dire, puisqu'on m'a mis là, si jamais je devenais moins bon qu'un des mecs que je manage, alors je pourrais être mis en question, puisque mon autorité a été fondée sur cette décision, et surtout pas. Parce que si tu fais ça, d'abord c'est impossible, à mon avis dans la tech encore plus qu'ailleurs, parce que tu as des équipes multicompétentes et que tu peux jamais être plus fort que chacune des personnes individuellement dans son domaine, ou alors, bon, bref. Malheureusement, si, mais bon. Bon, d'accord. Bon, moi je dis, c'est la voie. Il y a des héros, mais comme partout, en fait, il y a des exceptions qui confirment la règle.
Et voilà, alors peut-être. Et par ailleurs, ça peut être hyper frustrant pour les gens que tu manages de se dire, il me laissera jamais le dépasser. Ça peut être embêtant. Et puis surtout, c'est pas là que ton énergie. Enfin moi, encore une fois, ton énergie doit pas être là. Ton énergie, c'est ce que tu dis, c'est de délivrer de la performance avec des personnes, tout en les rendant en les rendant performantes, d'une part, mais aussi en faisant en sorte que ce soit une aventure excitante pour chacune de ces personnes, les faire fonctionner ensemble de la meilleure façon possible, leur donner des perspectives de carrière, pas seulement juste le produit, mais elles, personnellement, qu'est-ce qu'elles en retirent, etc. L'équation, elle est déjà suffisamment complexe pour que, en plus, tu te fixes pas comme mission d'être en plus le meilleur des experts de ton équipe. Voilà. Après, dans la tech, je vois pas pourquoi ce serait tout à fait différent. Non, c'est pas différent. Je pense que c'est pas tech ou non tech, c'est matriciel ou non matriciel. En fait, c'est est-ce que la décision du contenu est au sein de la même personne ou est-ce qu'elle vient de l'extérieur? Et là, on a basculé très fortement sur le matriciel. Donc, c'est quoi les repères d'un manager qui n'est pas le donneur d'ordre? Ça complique beaucoup son travail. Il est en indirect, il est quelque part impuissant par rapport à si l'équipe ne livre pas la valeur attendue ou ne finit pas le travail à l'heure. Il a en plus pas le droit de venir finir le travail lui-même. Et quelque part, ça c'est un peu ce qu'on a appris à découvrir, que la revendication d'un système matriciel pour être performant, où on mélange dans les équipes tous les métiers, produits, tech, QA, infrastructure, pour avoir des équipes polyvalentes, autonomes. Ben, elles ont plus de chef. Les équipes n'ont même pas un chef, en fait. Là, c'est ça qui est assez surprenant. On a découvert que, en fait, on avait des équipes qui n'ont pas de chef. Chaque personne a un responsable, mais il n'y a pas un chef pour une seule équipe qui pilote l'ensemble de cette équipe-là. Donc, on est dans du vrai matriciel, et ça pose ces problématiques-là. C'est un pari sur le système versus les personnes. Et du coup, on doit éduquer ou rééduquer ou apprendre à éduquer les managers et le rôle des managers dans ce cadre-là, quoi. Et c'est pour ça que quand on revient sur les fondamentaux du team and manager, et c'est là où moi j'en ai bénéficié énormément, c'est que ça marche. Le one-to-one, feedback, la délégation, le coaching marche très bien dans ce cadre-là et donne des références pour les managers dans un domaine matriciel. On perd pas l'essence du management, quoi. C'est vrai que ça peut être surprenant. Aussi pour une question de contexte, et parce qu'on perd on pourrait croire qu'on perd l'aspect collectif en tant que manager. C'est-à-dire, on rencontre des individus et évidemment ils sont tous enfin, c'est pas forcément des individus qui vont fonctionner directement ensemble ou pas tout le temps, etc. Et donc c'est intéressant parce que, alors clairement les outils de manager, ils sont pas très orientés collectif. On m'en fait souvent la réflexion. J'ai souvent des mails en disant mais tu parles jamais du collectif, etc., etc. Ce à quoi je réponds, mais oui, mais le collectif c'est une construction individuelle. C'est-à-dire que t'as beau dire voilà, il y a 15 personnes dans la pièce et tu leur parles, ça reste 15 individus bien différents, avec chacun son tempérament, ses compétences, son ordre du jour, etc. Et tu crées artificiellement quelque chose qui, en fait, tu ne peux pas t'adresser à un collectif, tu peux t'adresser qu'à des individus. Moi je le sens fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments collectifs et des moments où ces personnes-là doivent travailler ensemble, évidemment. Sauf que la forme de communication la plus puissante, et donc ce qui va te permettre d'avoir l'impact majeur sur les personnes, c'est bien la communication individuelle. Après, c'est ton discours qui doit, et je dirais la manière dont tu fonctionnes, qui va faire que ces personnes vont mettre en œuvre des comportements qui font que le collectif sera efficace. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est un peu ça. Si, très clair. Je pense qu'il y a quand même
Une partie de Paris, donc là, l'organisation de Back Market, par exemple, c'est 40 équipes de 6-7 personnes à qui on a donné la responsabilité d'un domaine. Donc, par exemple, le système de paiement, comment on récupère le paiement ou le moteur de recherche. Le modèle de pensée, l'organisation, c'est Spotify qui l'a un petit peu codifié. Donc on appelle ça le modèle Spotify en squad et tribe, où il y avait une équipe derrière la barre de recherche. C'est une équipe avec tous les métiers nécessaires pour faire en sorte que la barre de recherche pouvait être améliorée en continu, quoi. Et au final, c'est quand même un pari assez dingue de dire, si on met les personnes dans la même salle, on leur donne cet objectif-là, là on crée un collectif quand même. C'est pas le rôle du manager de créer ce collectif-là, mais il y a quand même plus que il suffit de parler à chaque personne. Donc on a quand même une conception du système où on leur a donné un cadre de responsabilité en disant débrouillez-vous, personne va s'en occuper, quoi. Et par contre, ce que vous faites, vous en occupez jusqu'à la gestion des incidents. C'est l'approche qu'on appelle you build it, you run it, où si c'est un incident, c'est vous qui êtes d'astreinte, c'est une personne de l'équipe qui, au mieux, vient corriger le problème, parce que si on vous déresponsabilise là-dessus, il peut se passer des choses moins sympathiques dans l'état d'esprit en disant c'est quelqu'un d'autre qui va corriger mes bêtises, je peux en faire, quoi. Là, on donne. Ça a plein d'effets indésirables de charge mentale sur l'équipe, parce qu'elles ont une responsabilité quand il y a 3 milliards de personnes qui utilisent le produit. Ça met de la pression, on essaye de les aider, et donc on construit des équipes de support et compagnie, mais il y a quand même un modèle qui projette le manager dans un espace que lui n'a pas dessiné, quoi. C'est ça. Alors, du coup, moi j'ai une question bête. Quand tu fais un à un avec une personne qui est organisée de cette manière-là, de quoi vous parlez? Je vois bien la cellule, ça c'est clair, c'est des gens qui sont reliés entre eux. Et ce qui fait la création de la cellule, ou squad, tu disais, c'est pas un squad? Ouais, squad, ouais. Ou une équipe, une pizza team chez Amazon. Il y a plein de... C'est une tout pizza team, en fait. Voilà, il y a une mission. En fait, ce qui les rejoint, c'est qu'il y a une mission, un produit, enfin bref, il y a quelque chose à faire et ils doivent contribuer pour le faire. D'accord, ça, ok. Mais après, du coup, quand tu es en 1 à 1, avec des personnes qui appartiennent à ces squads, de quoi vous parlez? Alors, je vais essayer de réciter la Bible d'outils du manager, parce que, non, parce que ça peut être différent. Justement, pour moi, c'est là où... en fait, oui et non. C'est-à-dire que moi, c'est la poule et l'œuf, dans le sens où les 1 à 1 sont pas standardisés dans ce domaine-là, en fait. C'est un peu c'est quand on les pratique, on le fait, et du coup on va être orienté quand même à parler de la façon dont on travaille plus que l'avancement du projet. En fait, moi, c'est outil du manager. Je pense que si je gardais une seule chose que j'ai gardée et que je remets et que je rappelle et qui est ma boussole, c'est le 1 à 1 est un regard sur comment on travaille ensemble et pas un avancement de projet. Et je me reprends très souvent à dire je suis en 1 à 1 ou je suis en train de faire de l'avancement de projet. C'est n'importe quoi. Tu as perdu le fil de ton métier, tu as perdu le fil de ton activité. Si tu fais des avancements de projet en 1 à 1, on est mort. On a perdu le fil. Tu doublonnes en plus. Oui, mais c'est vraiment, et comme moi, c'est pour ça que l'outil du manager est magique pour moi, c'est de la simplicité. Comme l'agilité est magique en disant on fait un petit lot, il a fallu faire pas mal de recherches, de comprendre pourquoi ça marche. Mais le fait que le management, c'est comment on travaille ensemble et pas est-ce que tu as fini ton travail, ça c'est la révélation, et le feedback, la délégation, le coaching vont derrière pour aider à
donner des outils de comment on travaille mieux ensemble, mais c'est est-ce qu'on travaille bien ensemble, qui est la clé, plus que est-ce que j'ai fini le travail que je t'ai demandé, est-ce que tu as fini le travail que je t'ai demandé à l'heure, et là-dessus, c'est ça qu'on essaye d'avoir, plus probablement un travail sur la carrière, alors qui est un peu moins présent là dans les discussions, mais on a 250 ingénieurs qui ont le même profil. Et donc, du coup, le chemin de carrière, c'est une vraie question. On n'a pas de place pour les managers, pour passer tout le monde manager. Donc, on a un chemin de carrière qui est quand même assez codifié. Et du coup, effectivement, la spécificité est que le manager est là pour développer la carrière de la personne, dans ou hors de l'entreprise. En tant que manager, pour moi, je gère la carrière de la personne et pas de l'employé. On est un monde tout petit, on se retrouve assez souvent, et donc du coup, on garde pas mal de contacts. Alors, après, on se recroise, et meilleur on a contribué à la carrière d'une personne, quitte à ce qu'elle aille dans une autre entreprise. C'est assez normal de changer régulièrement dans nos domaines. On développe la carrière. Donc ça, peut-être, c'est cette partie-là, mais probablement c'est pareil. Parce qu'en fait, c'est ce qui est prévu dans le 1.1 finalement. Il y a toujours la troisième partie qui est... Et d'ailleurs, là encore une fois, c'est pas forcément un plan de carrière tout tracé. Ça peut être, c'est quoi le next step pour la personne, ou simplement... Est-ce que tu développes bien en tant que personne chez nous? Est-ce que tu es bien dans tes pompes? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ce soit mieux, etc. C'est pas forcément d'ailleurs ultra compliqué, hein, c'est juste cette question-là. Et alors je te rejoins complètement sur le fait que le rôle d'un manager, mais là je le dis d'une manière générale, peut-être davantage dans des secteurs où ça bouge beaucoup, on a toujours intérêt à avoir cette confiance, cette relation d'individu à individu entre un manager et un contributeur, même en envisageant que cette personne s'en aille et qu'on reste en bon terme, parce que en fait, tu es en train de, quelque part, tu construis de la rétention. Hein, quand tu as des relations régulières avec des gens, ça crée une relation, ça crée un système de relations qui vont pas forcément retrouver ailleurs. Et donc, voilà, encore une fois, t'as que des avantages, en fait, à construire cette relation. Et le fait que la personne envisage de partir, etc., ça peut être presque un non-événement, parce que tu sais qu'un jour elle reviendra. Et en tout cas, tu laisses le message que c'est possible. Et moi, j'ai souvent eu ça, hein, dans mes sociétés. Puis moi, j'appelle ça un boomerang. C'est-à-dire, la personne revient, parce que finalement, et elle revient plus riche de son expérience, et aussi te disant, bah ouais, en fait, je suis allé voir ailleurs, et finalement, on est bien ici, hein, c'est quand même chouette, etc., etc. Ça peut... On a aussi peut-être une discussion possible sur comment piloter des gens plus âgés, plus expérimentés que nous. Dans la tech, c'est un domaine d'experts, donc c'est des groupes d'experts, et on se retrouve à manager des gens qui ont décidé d'avoir une carrière d'experts, de contributeurs individuels, et du coup ça met dans une posture un petit peu compliquée, où on essaye d'accompagner les managers à pousser les gens à avoir un impact au-delà de l'équipe. Donc de regarder quelle est la sphère d'influence de la personne, et en travaillant là-dessus, notamment avec Hugo Lassiège, le CTO de Malte, qui écrit pas mal sur le sujet. Là. Ça, c'est assez passionnant. Il se plonge là en ce moment sur l'écriture au niveau de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'impact en tant que contributeur individuel ou en tant que manager? Et moi, il m'a apporté énormément sur la notion de la différence entre management et leadership, où les experts, alors ce que j'en ai retenu, pardonne-moi Hugo, c'est le leadership, c'est avoir effectivement de l'influence sur les personnes, et ça fait partie du management.
Le management n'est pas que piloter des personnes, c'est aussi avoir de l'influence sur les personnes, les faire évoluer le système, c'est du management. Donc le terme manager est finalement pas 100% adapté. Parce que ce n'est qu'une partie du management. Il y a aussi la contribution des seniors, la contribution de l'équipe, c'est aussi du management du système parce que c'est produire. Donc on en revient à produire de la qualité, satisfaire les clients. Et donc ce qu'on discute en one-to-one, ce dont on discute au niveau de l'équipe, c'est est-ce qu'on réussit à faire ce qu'on veut et comment on résout nos problèmes actuels, quoi. C'est quoi le problème actuel de l'équipe et comment on le résout, quoi. En fait, ce dont tu parles, le fait de pouvoir manager par influence, c'est-à-dire la différence que tu fais, je sais pas si c'est la même différence, mais tu vois, parfois, actuellement, on travaille pas mal là-dessus dans le ciel, le groupe d'entrepreneurs, sur la distinction à un moment qui est nécessaire quand ton entreprise grossit entre la personne qui va être plus le visionnaire de la boîte et la personne, nous on appelle ça un réalisateur, celui qui va faire que les rêves ou les visions deviennent réalité. Donc on appelait ça un réalisateur parce qu'on trouvait que c'était le terme. Après, c'est quoi un réalisateur? C'est un directeur des opérations, c'est un bras droit, on l'appelle comme on veut. Et en fait, ce qu'il faudrait surtout pas croire, c'est que tout d'un coup, il y en a un qui va prendre le management, le réalisateur, puis le visionnaire, il sera dans autre chose où il n'y a plus de management. Ça, ce serait l'erreur. C'est juste deux manières de manager différentes. Il y en a une qui est un management quotidien, j'appelle quotidien, mais opérationnel. Comment on fait? C'est quoi la prochaine étape? Comment on s'assure que ça avance, comment on s'assure que la cohérence existe, etc. Et après, il y a un autre type de management. Toi, tu as dit leadership, ou je ne sais plus quel terme tu as utilisé. Et moi, je dis la vitalité. Impact. En fait, c'est pour que la vision soit possible, il faut qu'il y ait une espèce d'énergie ou de libido de l'entreprise qui existe. Et ça, elle va être plus induite par le visionnaire que par le réalisateur. Le réalisateur, lui, il va être là pour que ça se fasse, pour qu'on diverge pas, pour qu'on n'aille pas faire EFGH alors qu'on n'a pas fait B, alors que le visionnaire, lui, va être plutôt sur le Z en disant mais il faut... tu vois, et il n'y a pas d'incompatibilité du tout. Il y a juste une répartition des rôles qui doit être bien claire. Et je pense que tu peux avoir la même chose sur tes experts. Un expert, il peut avoir une aura dans l'entreprise autour de son expertise, même au-delà de son entreprise. Il peut être reconnu dans son microcosme. C'est ce qu'on attend, c'est nécessaire. Voilà, donc ça peut dépasser l'entreprise. Et pourquoi pas, finalement, s'il fait évoluer l'état des choses dans son expertise de manière générale, dans son, je sais pas comment on appelle ça, mais dans son microcosme, machin, ça va profiter à l'entreprise. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a aussi le quotidien de l'entreprise et que ça aussi, il faut le faire et que ça marche en discutant quand même de temps en temps, quoi. Il y a un petit bout de différence entre tactique et stratégique, en fait. C'est la partie management, organisation, quotidien, c'est le tactique, c'est comment on fait le A, B. Il faut avoir. Et la partie stratégie, c'est où on veut aller, quels sont nos problèmes, l'analyse. Donc oui, on a cet équilibre-là. Alors je ne sais pas à quel point c'est particulier, mais c'est cette notion de ce qu'on appelle le continuous delivery. C'est que ce qu'on fait à Back Market dans d'autres entreprises, c'est que chaque jour, on livre une nouvelle version de l'usine, quoi. On a quand même une capacité d'organisation. Alors j'ai pas mal d'analogies qui servent, et qui sont pas forcément connues, que j'ai mis pas mal de temps à essayer de trouver, de synthétiser. C'est par exemple le site internet lesfurets.com, la quantité de code, d'informations qu'on manipule. C'était je sais plus combien, il y avait 1 million de lignes de code. Et qu'est-ce que ça représente techniquement, physiquement? On en était arrivé à se dire que c'était 7 fois
les 7 tomes d'Harry Potter. Ou non, c'était l'ensemble d'Harry Potter. C'est tout l'ensemble d'Harry Potter, les 7 volumes d'Harry Potter, avec 30 personnes qui travaillent dessus et qui chaque jour livrent pas une nouvelle version, 7 nouveaux tomes. C'est une modification des 7 tomes, mais cohérent. C'est-à-dire que chaque jour, on a une évolution des 7 tomes cohérente, où on a changé la couleur d'un habit d'un personnage, mais tout au long des 7 tomes. Mais chaque jour, on a une nouvelle version complète, cohérente, avec 30 personnes qui travaillent sur le même objet. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'avoir 30 personnes qui modifient un peu partout dans les 7 tomes des bouts de l'histoire. Et on livre cette version-là, et des gens l'utilisent au quotidien, et n'ont pas de formation de transition, n'ont pas de documentation qui explique ce qui a changé, ou quoi que ce soit. C'est vous prenez, on n'a pas le temps de vous expliquer, on a fait en allant, là j'aime bien cette expression, c'est en allant aussi pour les utilisateurs dont le système évolue au jour le jour. On n'a pas ce qu'on avait dans les anciens systèmes où il y avait le guide de formation de la différence entre une version A et une version B. On n'a plus ça sur Gmail, tout ça, on n'a pas de guide de formation, c'est en allant. Sans retour. Voilà, et donc du coup... ça a un impact assez colossal sur la partie management, parce qu'il y a moins d'étapes clés. Il y a toutes les étapes au même moment, parce qu'on n'a pas un début de projet, un milieu de projet, une fin de projet, une célébration, on se repose et on reconstruit une équipe. On a une équipe, on n'a même pas à assembler une équipe pour faire un projet. On a en permanence une équipe qui est stable, de gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui fonctionnent ensemble, et les projets passent à travers l'équipe, quelque part. Donc c'est un peu cette inversion-là. Et ça, c'est quelque part la théorie de l'agilité, c'est de dire, on fera de la meilleure qualité, comme ça, plutôt que d'avoir des gens qui passent et qui repartent. Donc on préfère avoir des humains qui travaillent bien ensemble. On parie que ça fera de la meilleure qualité que d'avoir un contrat bien négocié et peu importe qui le réalise derrière. J'y vais un petit peu à l'emporte-pièce, mais voilà, on a... Mais finalement, c'est assez proche. Tu vois, c'est aussi assez proche de dire le manager, c'est gardien de la culture ou le créateur de la culture. En fait, moi, j'aime bien dire ça, c'est qu'un manager, finalement, le bon manager, c'est un peu un mini chef d'entreprise. En tout cas, on appelle ça aussi un intrapreneur, mais dans son domaine d'expertise et avec son équipe, finalement, s'il crée la bonne culture d'équipe. Donc c'est quoi une culture? C'est la somme des comportements, c'est-à-dire c'est ce que font les personnes tous les jours, etc. Et si à travers la confiance, le feedback, enfin le 1-1, donc la relation récurrente qu'il a, les discussions qui sont toujours autour de ça, parce que tout à l'heure quand tu disais on discute de comment on va travailler, c'est la culture d'équipe en fait ça. Les feedbacks, tiens là tu vois t'aurais pu mieux faire parce que telle chose, etc. Le coaching pour les aider à s'améliorer, etc. Finalement, ce dont on se rend compte quand on est chef d'entreprise, c'est que, et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai peu de temps de présence dans mes entreprises, si les personnes ont la bonne culture, finalement, t'as pas... ton truc fonctionne. Effectivement, t'as pas besoin de savoir d'ailleurs comment il fonctionne exactement. Évidemment, il faut mesurer, hein, mais tu vois que ça fonctionne à condition que voilà, régulièrement, tu remettes dessous dans la culture. C'est-à-dire, tu dis, non, mais là, ça va pas, que tu aies ce rôle faut quand même rester sur la route, et la route, c'est, chez nous, on travaille comme ça. Et puis, notre Z. Et en fait, finalement, si tu fais ça, l'équipe, il y a une espèce c'est des êtres humains qui sont autonomes, intelligents, et avec les bons principes à l'intérieur, et finalement, c'est la meilleure forme d'adaptation au marché ou au produit ou à ce que tu demandes, parce que finalement ce que tu es en train de décrire en disant c'est les 7 tomes d'Harry Potter, etc.,
Pour moi, je traduis ça à ma manière, mais moi je suis chef d'entreprise et c'est mon marché et le monde. Et finalement, je sais jamais ce qui va se passer. Je ne sais même presque jamais ce qui s'est vraiment passé. Et je dois accepter ça et fonctionner à l'intérieur de ça pour qu'on soit toujours au niveau, qu'on soit toujours vivant demain finalement. Alors, malgré l'évolution du contexte. Et en fait, c'est ça finalement. C'est si tu développes suffisamment cette capacité-là dans tes équipes, ça marchera, quoi. À cheval ou en voiture, comme je dis souvent, ça marchera. C'est sûr, mais les deux systèmes marchent. Évidemment, on peut très bien ajouter des nouveaux tomes à l'histoire. Ouais. Où on prend 6 mois à construire un nouveau tome et on sort un tome tous les 6 mois. Et les histoires passées sont figées et on garde ce qui existe et on fait avec. Nous, on appelle ça de la dette technique, si on retouche pas l'ancien. Ce qui est de la tête. La dette technique. Dette, d'accord. Okay. L'histoire écrite qui ne bouge pas est une dette. C'est de la dette. Parce qu'on a un système qui n'est pas adapté à un utilisateur où il faut le faire évoluer et si ça marche pas, c'est une certaine dette technique et fonctionnelle. Donc Google revendiquait qu'ils changent 50% de leur base de code, ils réécrivent 50% de leur base de code chaque année. Par juste simple évolution, mais au final, il n'y a aucune ligne du livre qui n'a pas été retouchée dans les 3-4 dernières années, en fait. C'est pas une machine que j'ai achetée, que j'amortis sur 10 ans et je la touche pas, surtout je la touche pas. C'est en fait, surtout je la retouche et on touche tout partout. C'est assez vertigineux. En effet. Tu vois l'analogie avec un système humain, en fait, finalement, un corps. Ouais. Où les cellules se renouvellent en permanence et pourtant de l'extérieur tu vois ça juste que ça vieillit. Du coup, moi la carte mentale que j'ai sur la partie manager d'un monde projet ou en one shot où on fabrique un nouveau tome d'Harry Potter plutôt que de tout retoucher. C'est qu'est-ce que le manager a en tête, qu'est-ce qu'il regarde. Et ça a été une bonne révélation et quelque chose que je garde en tête depuis tout le temps, c'est est-ce qu'on regarde le plan, donc est-ce qu'on regarde le Z et on s'assure de bien faire le Z comme on avait bien prévu, ou est-ce qu'on regarde l'existant, donc le A. Et ça, je pense que c'est important dans la discussion, dans le comportement et la culture du manager. Et l'agilité est une culture. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est notre révolution, c'est une révolution culturelle de la façon de faire de l'informatique. Et cette culture-là, pour moi, je le résume en, elle regarde plus le Z, elle regarde le A. Okay. Et ça a été colossal pour moi pour savoir si on est bien orienté. Parce que quand on est manager, on donne des conseils aux gens. Si on donne de mauvais conseils, on envoie tout le monde dans le mur. Donc il y a quand même un stress. Et de savoir que si je regarde le A, je suis bien. Si je regarde le Z, de temps en temps c'est bien. Mais si je suis en train de dire aux gens, t'as pas fait Z, on n'a plus de repères, je peux plus fonctionner en continu, j'ai perdu le fil avec la réalité, je suis plus sur l'existant, quoi. Donc on est vraiment donc c'est la tête dans le guidon comme stratégie, mais donc voilà, il faut faire attention à ça. Et donc le manager, j'aime bien ta question de qu'est-ce que vous faites au quotidien entre un manager et son manager, c'est on regarde le A. On essaye d'apprendre, on regarde la distance avec le Z, mais on regarde le A, en fait. Alors que des managers, on va dire, ancienne méthode pour nous, regarder le Z ou regarder l'ancien Z en disant pourquoi t'as pas réussi et comment on fait Z, dis-moi quand est-ce que tu auras fait Z, quelle est la date. Là, on sait, voilà, on change le regard. Quitte à être du tout en phase et plus du tout être réaliste. Et en général, ça explose à ce moment-là. Hein. C'est parce que tu mets de la pression sur un truc où, en fait, t'es complètement à côté de la plaque. Mais comme tu as ta convention qui te dit, bah non, mais c'est Z qu'il faut faire et que tu t'y accroches, etc., en général, ça
Ça marche pas très bien. Peut-être que le Z est plus surtout adapté. Dans des univers voilà, tels que tu les décris. Donc voilà, un petit peu moi les repères que j'ai sur ça, et le mot clé, c'est regarder l'existant. Qu'est-ce qu'on change sur l'existant? C'est marrant. Et je trouve ça assez drôle qu'au final, on se retrouve un peu sur un concept sans que ce soit concerté. Non, mais on observe les choses et on se les réapproprie. C'est plutôt un bon signe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est rassurant. Je me dis bon, ça va. On n'est pas trop old school, on n'est pas trop has-been, on est à peu près, on est dans les mêmes trends. Mais c'est nouveau. En fait, moi, c'est ce que je dis souvent. J'enlève pas une virgule à ce que j'ai dit sur le podcast en 2007. Mais le contexte a évolué, et en fait, c'est pas tellement les outils, parce que pour moi, les outils, ils étaient déjà incroyablement... Mais en même temps, c'est pas très étonnant. C'est des outils faits pour des humains, et l'humain, il a pas beaucoup évolué depuis 2007. Maintenant, c'est le contenu qu'on met dedans qui est un peu plus où il faut. Et je suis d'accord. Moi, si on veut récapituler peut-être 2-3 bonnes pratiques et principes, je dirais dans ce que tu as dit. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais vos 1 à 1, ça doit pas être des relevés de compteurs. Ça doit pas être des points d'étape et des choses comme ça. C'est pas l'instance. C'est pas dans le 1 à 1 que ça se fait. Ça je suis 1000% d'accord avec toi. Et c'est l'erreur la plus fréquente. Et quand on se sent faire ça, et on peut tout tenter d'aller vers ça. Zone de confort. Il faut surtout se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas l'état d'esprit du 1 à 1. La construction de la culture, c'est le lieu du 1 à 1, mais avec le feedback, etc. Et j'avais un troisième truc qui m'avait... dans ce que tu as dit. Regardez, pour moi, c'est là où j'insiste lourdement, c'est regarder l'existant et pas le Z. C'est vraiment le Z d'être sur le produit existant. Le next step. C'est quoi le constat aujourd'hui réactualisé en permanence? Qu'est-ce qu'on a? Et le next step. Si vous avez ça, normalement, ça marche. Et il y avait une quatrième chose que tu as dit. Ça me revient pas. On va être obligé de refaire un épisode, un de ces 4. J'ai une petite anecdote quand même par rapport à 2007. C'était écrit. On a un livre totem phare écrit par Frederick Brooks qui s'appelle Mythical Man Months, qui explique un peu tout ça pour nous et qui a été écrit en 1970. Yes. Il est mort très récemment, mais on est pas mal, et l'agilité, et c'était c'est le moi homme, le mythe du moi homme, et on peut pas faire forcément. Il y a pas mal de choses dans le bouquin qui disent qu'un très très bon expert développeur, quand on le passe manager de 10 personnes, la productivité n'est pas forcément meilleure. Et qu'on ne pourra pas forcément piloter comme ça par le projet. Donc ça fait partie de choses ça fait 40 ans qu'on essaye de comprendre comment bien travailler. Mais voilà, on est dans ce domaine-là. On a encore du chemin à faire. C'est normal, parce qu'on travaille avec des humains. Et donc forcément, c'est mystérieux, on ne comprend pas toujours comment ça marche, ce qui compte, c'est que ça marche. C'est ça. Ok, en tout cas Dimitri, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Si on veut te joindre, te contacter, échanger avec toi, tu nous diras ce qu'on met dans le commentaire. Il y a un Bailey sur Twitter ou LinkedIn. Et puis après, je préfère que vous alliez voir la communauté TechRox. Il y a des meet-up assez réguliers, on peut échanger. Et j'espère te recevoir justement pour un podcast à TechRox pour la suite de la discussion. Avec plaisir, sans problème, tu peux compter sur moi. Parfait, merci beaucoup. À bientôt. Ciao.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Moi j'ai adoré cette conversation, j'ai trouvé qu'on avait exploré des sujets qu'on n'avait jamais explorés chez Outils du Manager. Si ça t'a intéressé, si tu veux creuser le sujet du management, eh bien il y a vraiment une chose à faire, c'est t'inscrire à la liste email. On te met le lien en descriptif, tu recevras des infos sur le management tous les jours. Et puis tu pourras aussi télécharger mon livre, Le Manager Essentiel, qui se lit en 30 minutes et qui peut complètement révolutionner ta vision du management. Et dans les jours qui viennent, il va y avoir pas mal d'infos sur la culture d'entreprise. C'est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, sur le binôme entre visionnaire et réalisateur, et un tas de choses qui vont forcément te passionner si tu t'intéresses au management. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Pour ça, il suffit que tu t'inscrives au mail privé et tu seras informé en direct sur ces sujets. Je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à très bientôt.